Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo consacrée au théorème spectral. Après avoir défini donc ce qu'est l'adjoint d'un endomorphisme, ce que sont des automorphismes auto-adjoints, antisymétriques et orthogonaux, on va s'intéresser à la réduction des endomorphismes symétriques. Et donc on va démontrer le théorème spectral qui affirme donc, primo, donc la diagonalisabilité des endomorphismes symétriques, mais aussi le fait que les endomorphismes symétriques sont diagonalisables en base orthonormée. Alors, avant d'arriver à la diagonalisabilité, on va déjà établir le fait que les espaces propres, pour des valeurs propres distinctes, sont automatiquement en somme directe orthogonale. Donc, comme d'habitude, V sera un espace euclidien avec un produit scalaire crochet, et S, dans toute la suite, un endomorphisme auto-adjoint, c'est-à-dire symétrique. Et je rappelle que être auto-adjoint, de manière équivalente à être symétrique, ça peut se vérifier à l'aide d'un calcul matriciel. Être symétrique, c'est équivalent à ce que, lorsqu'exprimé dans une base orthonormée quelconque, la matrice de S est symétrique. Et donc c'était quelque chose qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et je veux juste insister encore une fois sur le fait que cette propriété est vraie lorsque la base dans laquelle on exprime la matrice, relativement à laquelle on exprime la matrice de l'endomorphisme, est une base orthonormée. Ok, passons donc à ce lemme. La démonstration en est très simple. On se donne donc deux valeurs propres réelles distinctes. Donc soit lambda et mu, deux valeurs propres réelles distinctes de S, auto-adjoint, toujours le même. Et x, y, disons deux vecteurs donc un couple de vecteurs, le premier étant vecteur propre pour lambda, et le deuxième étant vecteur propre pour mu, pour la valeur propre mu. On va montrer qu'ils sont orthogonaux, et pour ça on va calculer le produit scalaire suivant. Puisque S est auto-adjoint, ou plutôt, faisons d'abord le calcul. Pour un endomorphisme S quelconque, on aurait cette égalité, qui est l'égalité qui définit l'adjoint. Mais notre hypothèse d'être auto-adjoint fait que S est égal à son adjoint et que, du coup, l'étoile ici devient superflue. On exploite ensuite l'hypothèse de vecteur propre sur X et sur Y pour exprimer ça comme donc, X étant valeur propre pour vecteur propre pour la valeur propre lambda, comme lambda le produit scalaire de XY, et Y étant valeur propre pour mu fois le produit scalaire de XY. Ces deux quantités sont égales, lambda est différent de mu. Donc on obtient, en factorisant, en mettant du même côté de l'égalité et en factorisant par le produit scalaire, on obtient que lambda moins mu fois le produit scalaire de x contre y est nul. Donc puisque lambda est distinct de mu, ceci est non nul. Dans R, c'est un nombre réel non nul. Nécessairement, le produit scalaire ici vaut 0, et ceci établit bien la propriété qu'on voulait, à savoir que pour deux valeurs propres distinctes, les espaces propres sont orthogonaux. Donc, x orthogonal à y, puis l'espace propre pour lambda de S est orthogonal à l'espace propre pour mu de S. Alors, la méthode qu'on va mettre en œuvre pour démontrer la diagonalisabilité de S va être très proche de celle qu'on a déjà utilisée quand on a
démontrer le théorème de forme normale pour les automorphismes orthogonaux. On va utiliser à peu près presque mot pour mot les mêmes ingrédients et les mêmes idées de preuve, avec une petite particularité, une petite différence par rapport au théorème de réduction des automorphismes orthogonaux. Dans le théorème de réduction des automorphismes orthogonaux, dans la série de vidéos sur les isométries, en dimension quelconque, on arrivait à réduire la matrice à une matrice qui était constituée d'un bloc diagonal de 1 et d'un bloc diagonal de moins 1, les seules valeurs propres, réelles, admissibles, possibles pour un automorphisme orthogonal, suivies d'une diagonale de blocs de 2 de matrices de rotation. En général, les matrices de rotation, à moins d'être d'angle 0 ou pi modulo de pi, ne sont jamais diagonalisables, et donc les blocs de 2 qu'on obtient ne sont pas diagonalisables. Ici, il faut donc arriver à résoudre le problème de l'existence de blocs de 2 et voir que ces blocs de 2, qui seront des blocs des matrices symétriques de 2, qu'elles sont elles aussi diagonalisables. Donc on fait un petit exercice ou une propriété, soit P un plan euclidien, donc un espace vectoriel réel de dimension 2 muni d'un produit scalaire, et disons, on va réutiliser la lettre S, un endomorphisme symétrique. Alors je n'ai pas encore d'ailleurs introduit de notation, on va appeler ça comme ça, sim de P, l'ensemble des endomorphismes symétriques de l'espace euclidien P. Donc un endomorphisme auto-adjoint de P. Alors, S est diagonalisable. Ok, il va s'agir d'un calcul relativement simple de polynôme caractéristique. Donc faisons la démonstration de ça. On se donne une base E1, E2 de P. D'après la propriété qu'on a déjà d'ailleurs évoquée avant, la matrice de S relativement à cette base B ronde, qui est une base orthonormée, c'est ça la propriété importante, donc je réinsiste dessus. La matrice de S relativement à B ronde est symétrique. Disons, appartient à S2 de R, l'ensemble des matrices de 2 à coefficient réel symétriques. Donc il existe 3 nombres réels A, B et C, tels que la matrice de S relativement à B s'écrivent comme A, B, BC. Voilà. D'après la caractérisation des endomorphismes symétriques qu'on avait obtenus en termes matriciels dans les bases orthonormées. Le polynôme caractéristique de ça se calcule. Donc on a polynôme caractéristique de S qui est égal à x2 moins la trace de S x plus le déterminant de S, formule qu'il faut connaître par cœur pour les endomorphismes en dimension 2. Le polynôme caractéristique de S a pour discriminant alors on remplace, la trace c'est A plus C et le déterminant ça va être AC moins B carré. A pour discriminant, A plus C au carré moins 4, cette chose.
c'est-à-dire quand on développe a moins c au carré plus 4b carré, avec une identité remarquable. C'est une quantité positive ou nulle, et avec égalité, si seulement si b est nul et a est égal à c. Donc avec égalité, si et seulement si, a égale à c et b égale à 0. En termes matriciels, ça signifie si seulement si la matrice de S est une matrice scalaire, si seulement si S est proportionnelle à l'identité. Si seulement si S, disons, est égal à A fois l'identité du plan. Bref, on obtient un discriminant qui va... Alors, dans le cas où S est proportionnel à l'identité, on est déjà diagonalisable. Donc, on va se placer dans le cas où le discriminant est strictement positif. Donc, dans le cas où le discriminant est strictement positif, et donc S n'est pas proportionnel à l'identité, on obtient que la matrice, que le poème caractéristique admet deux racines réelles distinctes. Alors, qui S admet deux racines réelles distinctes qu'on pourrait calculer, mais c'est sans intérêt pour ce qu'on veut. Et on sait que si le poème caractéristique est sein des racines simples, que nécessairement l'endomorphisme est diagonalisable. Alors peut-être que je reviens ici. Donc l'égalité et alors S est diagonalisable. Et dans le cas où l'inégalité est stricte, le poème caractéristique admet deux racines réelles et S est diagonalisable. Dans tous les cas, S va être diagonalisable. Alors, faisons encore une remarque, proposition, qui va être analogue à la proposition qu'on avait utilisée dans le cas des automorphismes orthogonaux. On avait utilisé le fait que si on avait un sous-espace stable par un automorphisme orthogonal, l'orthogonal restait encore stable. Ça reste vrai pour les endomorphismes symétriques. Donc maintenant, j'oublie le plan P et je reviens à la situation générale où S est un endomorphisme symétrique, c'est-à-dire auto-adjoint de l'espace euclidien V. Et je vais me donner un sous-espace, par exemple T, un sous-espace vectoriel que je vais supposer S stable. Alors, la proposition affirme que l'orthogonal de T est lui aussi S stable. Il s'agit de jouer avec cette relation d'adjonction. Soit tau, un vecteur dans l'orthogonale de T. Notre but, c'est de montrer que S tau est encore dans l'orthogonale de T. Cette condition se vérifie en prenant les produits scalaires contre tous les vecteurs T et en montrant qu'ils sont tous nuls. T dans T majuscule. Donc soit T un vecteur de T majuscule. Alors, le produit scalaire de S tau contre T
est égal par propriété de l'adjoint au produit scalaire de taux contre S adjoint calculé en T. Mais S est auto-adjoint, donc cet adjoint, je peux l'effacer. Lui appartient à T. T est S stable, ceci appartient à T. Lui appartient par définition à l'orthogonale. C'est 0. Et ceci pour tout vecteur dans T majuscule. Donc, puisque T est arbitraire dans T majuscule, on a que T orthogonal est bien S stable. Alors, on est maintenant en mesure de démontrer le théorème spectral qu'on va énoncer tout de suite sous la forme suivante. C'est la version endomorphisme du théorème spectral. On donnera en corollaire la version matricielle du théorème spectral. Et dans une vidéo, dans un autre chapitre, sur les formes quadratiques, on donnera aussi la version forme quadratique du théorème spectral. Le théorème spectral version endomorphisme est à la base de ces autres versions du théorème spectral, et c'est lui qui fait tout marcher. Je reprends mes notations. V, espace euclidien. S, un endomorphisme auto-adjoint. Donc un endomorphisme symétrique de V. Alors, le théorème nous dit que l'espace V se décompose en somme directe orthogonale pour lambda qui parcourt le spectre réel de S, des espaces propres E lambda de S. Alors, le fait que V soit la somme directe des espaces propres, alors peut-être commençons juste par se souvenir que les espaces propres en général sont toujours en somme directe, mais a priori n'ont aucune raison de remplir tout l'espace, et lorsqu'ils remplissent tout l'espace, c'est-à-dire quand cette somme est égale à V, on dit que l'endomorphisme est diagonalisable. Le théorème spectral donc affirme la diagonalisabilité avec cette condition supplémentaire que les espaces propres sont orthogonaux entre eux. Alors si vous vous souvenez, le lemme qu'on avait énoncé avant nous dit déjà que cette somme qui est directe, toujours directe, peu importe le cadre, les espaces propres sont toujours en somme directe. La propriété qu'on avait démontrée au tout début de la vidéo nous dit que cette somme directe est orthogonale. Donc la seule partie vraiment qui nous reste à démontrer, c'est qu'on remplit tout l'espace. Alors, donc la démonstration, elle est conceptuellement très proche de la démonstration de la forme normale pour les automorphismes orthogonaux. Et on va indiquer les grandes lignes de la démonstration. On va utiliser pour ça donc plusieurs ingrédients de preuve. Alors commençons par ce qui est spécifique au cadre des endomorphismes symétriques. Alors le premier fait, donc je reprends cette notation, S dans toute la suite sera symétrique. Pour le produit scalaire crochet. Le premier ingrédient qu'on va utiliser, c'est le fait que si lambda et mu sont des valeurs propres distinctes, que les espaces propres sont en somme directe orthogonale. Et que donc, ce qu'on a déjà signalé ici, que cette somme directe, quand lambda parcourt le spectre réel de S,
les espaces propres est en fait une somme directe orthogonale. Donc ça découle du premier lemme qu'on a démontré, qui affirmait donc l'orthogonalité des espaces propres pour des valeurs propres différentes. Ok. Un autre ingrédient de la preuve, qui est le calcul qu'on a fait à droite, c'est que si on a un sous-espace T de V qui est S stable, alors son orthogonal est encore S stable. Ensuite, on a démontré précédemment que en dimension 1, il n'y a rien à raconter, mais qu'en dimension 1 et 2, les endomorphismes symétriques sont automatiquement diagonalisables. Alors, il y a encore un ingrédient spécifique aux endomorphismes symétriques, qui est le fait suivant, que si T est un sous-espace vectoriel de V qui est S stable, et qu'on note S indice T, la restriction à la source et au but de S, qui est donc un endomorphisme du R espace vectoriel T, alors, pour le produit scalaire induit sur T, S indice T est un endomorphisme symétrique de T. Ça, on ne l'a pas encore démontré, mais la démonstration est assez aisée. Donc, justifions ça. On remarque que pour tout T, T' dans grand T, le produit scalaire de ST contre T', avec le produit scalaire induit sur T, qui est donc la restriction à T de la forme du produit scalaire crochet. Et là, je devrais marquer S indice T. Ça, par définition, c'est la même chose que de calculer S non restreint en T, prendre le produit scalaire avec T', et là je vais marquer V, mais c'est le produit scalaire qu'on avait marqué avant sans indice, c'est le produit scalaire sur V. Par définition, ça c'est une égalité. Maintenant, S est symétrique, donc ça c'est aussi T scalaire S de T' dans V. Et à nouveau, pour exactement les mêmes raisons, ceci est le produit scalaire de T contre la restriction ST calculée en T' au sens du produit scalaire induit sur T, puisque S de T' par S stabilité de T majuscule appartient encore à T. Ça nous dit très exactement que la restriction ST est symétrique. Voilà. Et on peut donc dire là, donner le dernier ingrédient, qui est un ingrédient qui a aussi servi dans le cas de la réduction des automorphismes orthogonaux, à savoir que quand on travaille sur R, un endomorphisme en dimension finie admet toujours au moins une droite ou un plan stable. Donc c'était le fait général
qu'on avait déjà rappelé dans la vidéo sur, sur la réduction des automorphismes orthogonaux. Si W est un R espace vectoriel de dimension finie, et W est un endomorphisme de W majuscule, alors soit W admet une valeur propre, donc si le spectre de W est non vide, spectre réel, alors clairement W admet une droite propre. Donc il existe D inclus dans W droite qui est W stable. Il suffit de prendre un vecteur propre pour W, pour une valeur propre qui par hypothèse existe, et de prendre le sous-espace qu'elle engendre. Et sinon, donc si le spectre réel de W est vide, ce qui ne peut se passer qu'en dimension paire, il ne va pas exister de droite propre, sans quoi il y aurait une valeur spectrale, mais il va exister un plan P qui sera W stable. Alors avec ces trois ingrédients, on a en fait tout. Et on va passer à la démonstration du théorème spectral. La démonstration, comme dans le cas des automorphismes orthogonaux, se fait par récurrence sur la dimension. Sur la dimension de l'espace environnant. Donc, pour l'initialisation, il n'y a rien à démontrer en dimension 1, et en dimension 2, on l'a déjà démontré. En dimension 1, il n'y a que des homothéties qui sont diagonalisables, et en dimension 2, on vient de démontrer qu'on est toujours diagonalisable quand on est symétrique. Alors maintenant, faisons l'hérédité. On va se donner n, un entier naturel super égal à 3, tel que le théorème spectral soit vrai en toute dimension strictement plus petite que n. Et on va se donner un espace vectoriel de dimension n, un espace euclidien de dimension n, et un endomorphisme symétrique S. Alors, d'après donc ce fait général, on va peut-être l'appeler 1. Donc, d'après D'après 1, il existe un sous-espace vectoriel T de V de dimension 1 ou 2 qui soit S stable. D'après le point 2, ici, ah c'est bête, j'ai effacé des trucs à droite, bon, voilà. On va faire avec. D'après le point 2,
D'après le point 2, on sait que, et ce point ici d'ailleurs, que je ne vais peut-être pas effacer tout de suite, d'après le point 2, on sait que S restreint à T est symétrique dans l'espace euclidien, c'est un endomorphisme symétrique de la droite ou du plan T avec le produit scalaire induit. Et d'après le point ici, 3, on sait que son orthogonale est aussi S stable. Et à nouveau par 2, donc là, on ne va plus en avoir besoin de ça. Et par 2, on a que S restreint à T orthogonal est un endomorphisme symétrique de T orthogonal muni du produit scalaire induit. Par hypothèse de récurrence, puisque lui est de dimension 1 ou 2, donc c'est bon, et que lui est de dimension au plus n-1, puisque t est de dimension 1 ou 2, on sait que la restriction à t orthogonale et la restriction à S sont diagonalisables. Ainsi, par hypothèse de récurrence, plus l'initialisation, on va savoir que ST orthogonal et ST sont diagonalisables sur R. Très bien. Si on se donne maintenant des bases de diagonalisation sur T et sur T orthogonales et qu'on les concatène, on va obtenir une base de diagonalisation de S sur V. Donc, je ne sais pas si vous le faire comme ça. Faisons-le comme ça, allez. Donc, si on concatène des bases de diagonalisation de S restreint à T, donc base de T et de la restriction à T orthogonale, puisque T est en somme directe orthogonale, bon, orthogonale, c'est pas très important ici, avec T orthogonale pour remplir tout V, on obtient, bon, c'est pas grave, on obtient on obtient une base de diagonalisation, une base vecteur propre de V pour S. OK. Donc le dernier ingrédient qui nous manquait est établi. S est diagonalisable. Ce qu'on a effacé malencontreusement avant, le fait donc que les espaces propres soient forcément 2 à 2 orthogonaux, va nous dire que qu'on obtient bien cette expression de V. Ainsi S diagonalisable. Et d'après ce qu'on avait raconté avant, diagonalisable sur R, et l'espace V se décompose comme la somme directe orthogonale indexée par les valeurs propres lambda de S des espaces propres E lambda de S. OK, ça achève la démonstration du théorème spectral. On va juste en donner la version matricielle avant de finir la vidéo. Alors, donnons la version matricielle.
Donc, soit S, une matrice symétrique réelle de taille n, alors il existe une base orthonormée, disons plutôt, on va directement le dire comme ça, il existe une matrice de passage orthogonale, donc on va directement le dire comme ça, U, une matrice orthogonale de taille nn, réelle, et des scalaires lambda 1, lambda n, tels que U-1 SU soit égal à la matrice diagonale des lambda 1 jusqu'à lambda n, avec des zéros ailleurs. Par ailleurs, puisque U est orthogonal, ceci est aussi égal à la matrice transposée de U. OK. Alors, ceci donc marque la fin de ce cours consacré au théorème spectral. Donc, on a utilisé pour la deuxième fois, pour ceux d'entre vous qui ont regardé la vidéo sur la réduction des automorphismes orthogonaux, on a utilisé pour la deuxième fois un schéma de preuve qui est assez intéressant, où les ingrédients étaient essentiellement les mêmes. Si vous voulez faire un exercice classique, essayez d'étendre le théorème spectral, alors pas exactement sous cette forme, mais plutôt sur une forme qui ressemble au théorème de forme normale pour les automorphismes orthogonaux. Donc essayez d'obtenir la version du théorème spectral pour les endomorphismes antisymétriques, ou les matrices antisymétriques. Alors les matrices antisymétriques, je vous dis ça comme dernier mot, elles ne sont en général pas diagonalisables sur R. La seule matrice antisymétrique diagonalisable sur R, ou les seules, disons, sont les matrices nulles. Par contre, elles vont jouir de propriétés semblables dans le style de les propriétés fondamentales qu'on a utilisées pour la stabilité de l'orthogonale, etc. Donc, il y a un théorème spectral qui n'est pas un théorème de diagonalisation, mais un théorème de réduction en bloc de 2 antisymétrique pour les matrices antisymétriques. Et je vous invite à essayer de le trouver et d'appliquer cette technique pour l'obtenir. Voilà, donc à une prochaine vidéo et merci d'avoir été avec moi, enfin d'avoir écouté tout ça. Au revoir.